Bonsoir, bienvenue à vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour le deuxième numéro de Tout peut changer avec sur la table ce qui aurait été le cri de guerre de la rentrée, le fameux ras-le-bol fiscal, devenu même la semaine dernière un cri de colère. On l'a entendu partout, les Bretons, les millionnaires du foot, les artisans qui menacent maintenant et puis les contribuables comme vous et moi qui font leur compte et qui se demandent quand tout ça va s'arrêter. Est-ce que vous savez combien on a créé de taxes nouvelles en 3 ans, c'est-à-dire sous Nicolas Sarkozy puis sous François Hollande? Regardez, 84 impôts nouveaux en 3 ans. Et ça va sans doute pas s'arranger avec cette imposante loi de finances 2014. Au total, tout compris, avec les impôts locaux, les charges sociales, c'est 1 euro sur 2 qui sort de notre poche pour aller financer le système. Et c'est un système qu'on ne comprend plus et dont on a le sentiment qu'il en fait, lui, de moins en moins pour nous. À tort ou à raison? Oui ou non, est-ce que l'impôt est injuste? Où va cet argent? Et puis, quelle solution peut-on trouver? En matière d'impôts aussi, oui, on peut tout changer. Mais à quel prix? Sommes-nous prêts, par exemple, à abandonner nos petits avantages particuliers? Eh bien, on va en débattre avec nos invités et on en parle évidemment aussi avec vous via Internet et les réseaux sociaux. Et comme toujours, on commence en images. Tout à l'heure, nous irons au Danemark, le pays des contribuables heureux. Incroyable, c'est un pays où on aime payer ses impôts parce qu'on a justement l'impression d'en avoir pour son argent. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en France, on est assez loin du compte ces jours-ci. Impôts, pourquoi tant de haine? C'est une enquête signée Loïc Tannant et Charles Bourla. Automne 2013, les Français reçoivent leur avis pour le 3e tiers. La hausse de la pression fiscale devient soudain très concrète. Le sujet est à la une de tous les journaux. Et le ton est violent. Matraquage, colère fiscale, injustice. C'est l'horreur en ce moment. Attendez, on nous a augmenté de je sais pas combien. Oh, j'en ai marre, ça n'arrête pas d'augmenter. Vraiment, là, on n'en peut plus. Je sens une espèce de ras-le-bol. Les gens ils sont fatigués, ils en ont marre. C'est trop, tout le monde devrait payer des impôts. Pas seulement un et puis toujours les mêmes. Oh non, non, il y a quelque chose qui va plus là. Hein. Trop, c'est trop. L'impôt serait devenu illégitime. Parce que les services publics ne seraient plus à la hauteur. Parce qu'ils seraient mal utilisés et injustement répartis. Parce qu'ils seraient incompréhensibles. Même pour ceux qui sont au cœur du système, comme cet ancien ministre des Finances. On est dans un système de folie, je veux dire qu'il y a une complexité dans lequel plus personne ne comprend rien. Le contribuable ne comprend plus ce qu'il paye, ni pourquoi il paye. Comment en est-on arrivé là ? Au premier rang des pourfendeurs de l'impôt, il y a ce qu'on appelle les classes moyennes supérieures. Ceux qui ont de l'argent plus que la moyenne, mais qui ont le sentiment d'être des vaches à lait, de payer toujours plus que les autres. Farage est médecin dans le petit village d'Héricourt-en-Caux depuis plus de 20 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce docteur ne manque pas de travail. Il est à peine arrivé à son cabinet que le téléphone se met à sonner. Oui, allô, bonjour. Au bout du fil, les patients souhaitent tous la même chose, obtenir un rendez-vous le plus tôt possible. Mais depuis quelque temps, son agenda s'est curieusement rétréci. Oui, allô, bonjour. Lundi et mardi prochain, je serai absent. Mardi aussi, je serai absent aussi mardi prochain. Je peux vous mettre mercredi en 15. Ça vous convient? Le médecin est absent certains jours de son cabinet parce qu'il a décidé de prendre ce qu'il appelle des vacances fiscales. D'accord. Le lundi et le mardi, vous voyez là, repos complet, une page blanche. Vu qu'on travaille plus de la moitié de l'année pour les impôts, j'ai décidé de calmer le jeu et de prendre 2 jours de repos tous les 15 jours. Farage, qui d'ordinaire travaille plus de 10 heures par jour dans son cabinet, gagne environ 10 000 € net par mois. Et selon lui, le jeu n'en vaut plus la chandelle. Vous avez fait une très bonne année, et votre comptable, quand il vient vous voir à la fin de l'année, il ne vous dit pas « Oh, formidable, vous avez bien gagné votre vie, c'est super, continuez, vous êtes de la bonne voie », il vous dit « Ouïe, 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 vous allez douiller l'année prochaine ». Et là, on se pose beaucoup de questions, on se dit qu'il faut faire quelque chose, et la seule chose, c'est de moins travailler, moins payer d'impôts, avoir moins de revenus.
gagner moins d'argent pour payer moins d'impôts. Voilà un curieux calcul. En fait, le médecin fait allusion au système de tranches. Avec 100 000 € de revenus par an, une épouse qui ne travaille pas et un enfant, Farage est dans la tranche imposée à 41%. Et il voudrait changer de tranche selon le principe suivant. En France, l'impôt sur le revenu varie en fonction de la base imposable, c'est-à-dire de la somme que l'on calcule quand on remplit sa feuille d'impôt. On additionne tous les revenus, salaires, pensions, etc. On enlève ensuite toutes les charges et déductions et on obtient cette fameuse base imposable. Plus la base est importante, plus le taux d'imposition est important. C'est ce qu'on appelle un impôt progressif. Mais attention, ce n'est pas un taux global. Les plus riches imposés à 45% ne payent pas 45% d'impôts sur tous leurs revenus, car le système fonctionne avec un barème qui découpe la base en plusieurs tranches, et chaque tranche a son taux d'imposition. Si la base imposable ne dépasse pas 5 963 €, on est dans la première tranche où le taux est de 0%. Autrement dit, on ne paye aucun impôt. On passe ensuite dans la tranche 2, imposée à 5,5%. On paye alors toujours 0% sur la tranche 1, plus 5,5% sur la tranche 2, et ainsi de suite pour les 6 tranches. Les plus gros contribuables, ceux de la tranche 6, ne sont donc taxés à 45% que sur cette 6e tranche. Ils payent donc 0% sur la tranche 1, 5,5% sur la tranche 2, 14% sur la tranche 3, 30% sur la tranche 4, 41% sur la tranche 5 et enfin 45% sur la tranche 6 qui correspond à la part de leur base imposable supérieure à 150 000 €. Farage est donc dans la tranche 5, celle où la base imposable est taxée à 41%. Il estime qu'en travaillant moins, il gagne beaucoup de temps libre et qu'il ne perd finalement que peu d'argent. Autrement dit, dans son cas, trop d'impôts l'incitent à moins travailler. Ce jour-là, il profite de sa pause fiscale pour aller à la pêche. Les conditions sont difficiles aujourd'hui. Yes! Super lancé! Le choix du docteur peut laisser perplexe, mais il traduit un sentiment très présent parmi les classes moyennes et supérieures. Trop d'impôts tuerait l'impôt. D'autant que la pression reposerait toujours sur les mêmes contribuables. Autour de moi, j'entends, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, qui me disent qu'ils en ont marre d'aller travailler, de cotiser, de payer trop de charges fiscales et sociales, alors qu'en face, il y a leurs voisins qui ne travaillent pas et qui vivent aussi bien, sinon mieux qu'eux, en profitant du système d'assistanat généralisé qui existe en France. Ceux qui ne payent pas d'impôt sur le revenu profiteraient du système au détriment de ceux qui en payent. Il est vrai que pratiquement un Français sur 2 ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais est-ce une véritable injustice? Quels sont donc ces Français privilégiés qui ne payent pas d'impôt sur le revenu? Nous en avons trouvé 2 à La Rochelle. Benjamin, assistant logistique, est au chômage. Pour l'instant, il touche 1 400 € des ACDIC tous les mois. Sa femme, Manon, institutrice aux 3/4 temps, touche également 1 400 € net par mois. Ils ont 2 enfants, Lison et Juliette. Leur situation financière n'est pas catastrophique. Manon et Benjamin sont même propriétaires. Ils ont acheté leur maison avec un prêt il y a quelques années, quand il y avait une déduction fiscale sur les intérêts d'emprunt. Du coup, grâce à cet avantage, leur avis d'imposition laisse rêveur. Donc là c'est notre avis d'impôt de cette année. Donc là, on a le montant de notre impôt pour l'année 2013, donc qui est de 0 €. On n'est pas imposable cette année. De cet avis d'imposition, on voit aussi que nous, on a donc déduit les intérêts de la maison dans laquelle on se trouve. Et donc ça, plus le fait qu'on soit 3 parts, parce qu'on a donc 2 enfants. Donc cette année, on a même eu un chèque des impôts. C'est plutôt plus 1 700 que des impôts à payer. Pour autant, même avec cette sympathique feuille d'impôt, on ne peut pas dire que Benjamin ne donne pas d'argent à l'État. D'abord, il verse une série de taxes locales.
Pour loger sa famille, il paye par exemple une taxe d'habitation. 642 € qui vont directement dans les caisses de sa commune et de son département. Une somme qui participe notamment au fonctionnement des crèches et des écoles élémentaires. Ensuite, en tant que propriétaire, Benjamin et Manon payent une taxe foncière, 823 €, qui servent notamment à l'entretien des routes et à l'enlèvement des ordures ménagères. Le couple paye également une redevance, 125 €, une somme qui contribue au financement de l'audiovisuel public. Tous ces impôts sont à payer une fois par an. Il existe aussi de nombreuses taxes indirectes cette fois, comme les cotisations prélevées sur le salaire de Manon, maladie, retraite ou encore contribution sociale généralisée. Ces impôts sont les plus visibles, mais le couple est aussi soumis quotidiennement à une multitude d'autres taxes, sans toujours s'en rendre compte. Par exemple, pour se déplacer en voiture, Benjamin fait chaque semaine le plein de carburant. Du diesel que l'État taxe allègrement. Sur un plein à 60 €, le fisc prélève 56% du prix affiché à la pompe, soit 33 €. Mais ce qui rapporte le plus d'argent à l'État, c'est une autre taxe à laquelle il est impossible d'échapper. Je te laisse choisir le vin. Elle touche tous les consommateurs, quel que soit le produit acheté. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Son taux varie selon les biens de consommation. 19,6% en général, par exemple sur ce shampoing, mais avec des exceptions à l'appel. Ainsi, l'alimentation de base n'est taxée qu'à 5,5%. Coca. Oui, mais justement, le coca, c'est plus que cela. Les boissons sucrées subissent une surtaxe en plus de la TVA pour lutter contre l'obésité. Alors, les bières... À l'alcool, c'est encore pire. En plus de la TVA, les brasseurs doivent payer une taxe de 24%, répercutée dans le prix d'achat. Fini ? Ouais, c'est bon. Bonjour. À la fin des courses, aujourd'hui, c'est finalement 10% de la facture qui partira dans les caisses de l'État. Mais à vrai dire, Manon et Benjamin n'en ont pas vraiment conscience. Merci. Merci. Là, quand vous voyez cette note, vous n'avez pas l'impression de payer des impôts? Bah non, moi je vois 78,21 € et c'est tout. Des prélèvements qui passent inaperçus et que l'État augmentera encore le 1er janvier 2014. Pourtant, la TVA représente déjà plus de la moitié des recettes de l'État. 140 milliards d'euros. C'est 2 fois plus d'argent que l'impôt sur le revenu. Benjamin et Manon font donc bien partie des contribuables français, même s'ils ne payent pas d'impôt sur le revenu. Tous les Français, sans exception, sont donc imposés. Mais face à cette multitude d'impôts et de taxes, quels sont finalement ceux qui subissent la pression fiscale la plus forte? Nous avons posé la question à un spécialiste des questions fiscales, Jean-Marie Monnier, professeur d'économie à la Sorbonne. Sa réponse révèle quelques surprises. Pour un professeur, il faut un tableau et une craie. Début de la démonstration. Je pars des moins riches. Ça donne cette forme-là. Cette courbe représente la part de nos revenus qui vont partir en taxes, impôts et prélèvements en tout genre. Monsieur le professeur nous assure en rose la moitié de la population française la moins fortunée. Même pour les plus démunis, c'est donc tout de même 40% des revenus qui partent en impôts et taxes. Là-dedans, vous avez des gens qui perçoivent des minima sociaux, des revenus de redistribution, des allocations familiales, des allocations de chômage ou des salaires. Ils peuvent avoir des bas salaires. Puis, la pression fiscale augmente progressivement et se stabilise à 49% pour les classes moyennes, ceux qui gagnent de 20 000 à 50 000 € bruts par an. Et ensuite, que se passe-t-il pour les plus riches?
Alors, à partir de 50 000 euros, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à ce que plus le revenu brut annuel augmente, plus on paye d'impôts. Eh bien non, le taux de prélèvement global individuel chute pour passer en deçà de ce que subissent les plus pauvres. Exemple pratique. Voici Monsieur Martin. Il gagne 750 000 euros bruts par an. Il reverse à l'État 280 000 euros d'impôts, taxes et cotisations en tout genre. Voici maintenant Monsieur Dupont. Il gagne beaucoup moins d'argent, 25 000 euros bruts par an. Il reverse à l'État 11 250 euros. Même si Monsieur Martin paye une masse d'impôts importante, la pression fiscale ne représente finalement que 37% de son revenu. Alors que pour Monsieur Dupont, qui paye nettement moins d'impôts, cette pression fiscale atteint 45% de son revenu. Conclusion, ce n'est pas sur les plus riches que l'impôt pèse le plus, mais sur les plus pauvres et surtout sur les classes moyennes. Une conséquence logique du fait que les recettes de l'État proviennent d'impôts indirects comme la TVA. Ici, on a certes des revenus élevés, mais comme on a des revenus élevés, on peut précisément employer son revenu à ne pas le consommer, à épargner. Et donc on subit beaucoup moins la rigueur de la TVA que quand on est ici. Ici, on consomme tout son revenu. Donc on n'a pas le choix, puisqu'on consomme, on paye à plein la TVA. Voilà un système dans lequel, pour les 50% les plus pauvres, le prélèvement, il est progressif. Et à l'inverse, il est, comme on dit, régressif pour la partie la plus aisée de la population. Et ça qualifie quoi? Ça qualifie un système fiscal qui n'est pas juste. Pas juste, pas si facile à dire, car il faudrait aussi prendre en compte les aides que l'État reverse aux plus démunis grâce à nos impôts. La justice, c'est la question centrale de la fiscalité depuis bien longtemps. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'impôt est tout sauf juste. Il touche uniquement les plus pauvres qui croulent sous les différentes taxes. Elles sont prélevées par le roi, mais aussi par le clergé. La plus impopulaire est la gabelle, qui taxe la consommation de sel, un ingrédient alors indispensable à la conservation des aliments. L'argent ainsi prélevé sur les plus pauvres permet par exemple à Louis XIV de financer indistinctement dépenses publiques et privées. Cela va des conflits militaires à des activités plus frivoles, comme les nombreuses fêtes données à Versailles. Le roi ayant besoin de toujours plus d'argent, il fait ériger un mur d'enceinte de 24 km tout autour de Paris, afin qu'aucune marchandise n'échappe à l'impôt. Ce mur fiscal exaspère la population. Et le ressentiment est d'autant plus fort que la noblesse et la bourgeoisie bénéficient de privilèges qui les exemptent de nombreuses taxes. Cette injustice sera l'un des ferments de la Révolution de 1789. En plus de faire tomber la Bastille, les émeutiers s'en prennent aux murs qui entourent Paris, symbole de l'oppression fiscale. Leur mot d'ordre, tous égaux face à l'impôt. Un principe qui sera inscrit dans l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les révolutionnaires, en rupture avec l'Ancien Régime, refusent toute inquisition fiscale. L'impôt doit être désormais consenti par le peuple et donc voté. Peu à peu, le principe de l'impôt républicain entre dans les mœurs. D'autant que l'utilisation qui est faite de l'argent est immédiatement perceptible. Tout au long du XIXe siècle, l'État se dote de services publics de plus en plus modernes. L'école devient laïque et gratuite. L'éclairage public et les égouts font leur apparition. Les hôpitaux, comme l'Hôtel-Dieu, sont nationalisés et modernisés. C'est au début du XXe siècle qu'émerge une nouvelle conception de l'impôt. Il ne doit plus servir seulement à financer la construction du pays, mais il doit aussi aider les citoyens en difficulté. Comme le clame Jean Jaurès, c'est par l'impôt que nous aurons l'argent pour le chômage, pour la vieillesse
pour l'assistance sociale. En 1916, alors que la guerre demande un effort tout particulier, ce nouvel impôt solidaire est officiellement mis en place sous le nom d'impôt sur les revenus. Et son paiement doit être un geste citoyen. C'est ce qui explique qu'en France, il n'est pas prélevé à la source, mais déclaré. Car c'est à chaque contribuable de montrer sa solidarité. L'objectif est d'atténuer les inégalités entre les Français. C'est donc un impôt progressif qui demande un effort plus important aux classes aisées qu'aux citoyens les plus modestes. L'impôt sur le revenu devient un véritable impôt de masse. S'il n'est pas toujours bien vécu par la population, sa légitimité reste néanmoins admise par la majorité des Français. On l'attendait, elle est venue, la TVA. C'est après la Seconde Guerre mondiale que le système commence à changer. En 1954, la France invente la TVA, un impôt qui permet de taxer tous les produits au moment de leur achat. Dès lors, l'impôt sur le revenu perd de son importance au profit de cette taxe indirecte, si facile à récolter. Mais le vrai tournant se situe à la fin des années 70. Portées par l'Amérique de Ronald Reagan ou l'Angleterre de Margaret Thatcher, les théories libérales dominent l'économie mondiale. L'impôt a de plus en plus mauvaise presse. Il est dénoncé comme une entrave à la croissance. Les gouvernements de gauche comme de droite n'osent plus toucher à l'impôt sur le revenu. Au contraire, on fait tout pour le diminuer. On multiplie les exceptions. En parallèle, comme on a besoin d'argent, on multiplie les taxes. Le système devient incompréhensible pour la plus grande joie des humoristes. Que puis-je faire pour vous, cher monsieur? Excusez-moi, c'est pour une feuille de déclaration des revenus. Alors, une feuille de déclaration de revenus simplifiée. Voilà, cher monsieur. Vous êtes très aimable, merci. Attendez. Prenez aussi les registres explicatifs qui vous permettront de remplir votre déclaration sans erreur. Impôt sur les mauvaises affaires, impôt sur les privations, impôt sur les petits ennuis, impôt sur les impôts. C'est le plus gros, il a 700 pages. La crise financière de ces dernières années donne le coup de grâce. À l'incompréhension s'ajoute le ressentiment. Les citoyens découvrent que leurs impôts servent aussi à rembourser la dette et à payer les erreurs des banques. Ainsi, l'impôt, conquête des révolutionnaires, revendication de Jaurès, cristallise désormais toutes les rancœurs. Aujourd'hui, l'impôt est une machine infernale que l'on réinvente chaque année dans une forteresse. La place forte de la fiscalité française est posée sur la Seine, au cœur de Paris. Le ministère des Finances, Bercy. Ici travaillent plus de 5000 fonctionnaires. Une ville dans la ville qui s'active à l'abri des regards. Bruno Bézard, le maître des lieux, nous accueille au sommet de sa citadelle. Bon, alors là, vous avez la plus belle vue de Paris, puisque vous êtes sur l'héliport du ministère des Finances, avec une vue à 360 degrés. Vous pouvez voir l'ensemble des services qui participent à la conception, la gestion, le contrôle de l'impôt. C'est donc ici que l'on établit qui va payer, combien et pour quelles raisons. Les services de la Direction générale des finances publiques, que je dirige, ont pour responsabilité effectivement de répondre à des questions, de faire des propositions, de rédaction de textes, de simulation financière, et aussi de voir comment on va organiser concrètement sur le terrain, pour 38 millions de Français, la mise en œuvre de cet impôt nouveau ou de cette suppression d'impôt. Tout ceci est pareil. Pareil, des impôts en plus ou en moins, sans doute pas pour le contribuable. Mais pour les fonctionnaires de Bercy, quelques étages plus bas, c'est effectivement avant tout une affaire de chiffres. À l'intérieur de la citadelle, dans ces kilomètres de couloirs sans fin, les hauts fonctionnaires de Bercy n'ont qu'un seul objectif, trouver le meilleur moyen de remplir les caisses de l'État. Guillaume Appéré est l'un d'entre eux. Cet ingénieur des mines coordonne un service stratégique. Alors là, je vous emmène au sein du bureau qui s'occupe de chiffrer les mesures fiscales, c'est-à-dire d'évaluer combien elles vont coûter ou combien elles vont rapporter. C'est un travail assez mathématique, analytique, de simulation, et donc ça nécessite un certain nombre d'outils et de logiciels spécialisés. Et parmi ces outils, il en est un qu'on utilise beaucoup en ce moment. Ce logiciel permet de calculer instantanément l'impact d'une mesure. Un nouvel impôt, une petite taxe,
on sait tout de suite combien ça rapporte ou combien ça coûte. Il suffit d'interroger une base de données qui regroupe toutes les informations connues sur les contribuables. Démonstration avec le test du jour, l'allègement de la taxe sur les plus-values en cas de revente d'une résidence secondaire. Là, on est sur un cas type. L'exemple de quelqu'un qui a acheté un bien immobilier il y a 25 ans 120 000 euros et qui, 25 ans après, le vend 400 000 euros. Donc ça représente une plus-value de 280 000 euros, la différence entre les deux. Et on est en train de regarder l'effet de notre réforme sur cet exemple. Grâce au logiciel, il sait instantanément que le vendeur qui payait 42 000 euros d'impôts n'en payera plus que 19 530 avec la réforme. Il sait donc instantanément aussi combien cela devrait coûter à l'État. Au total, c'est une réforme qui présente un coût de 550 millions d'euros pour le budget de l'État. On fait la même chose pour créer une taxe? On ferait le même genre de simulation, effectivement, pour créer une taxe ou pour augmenter un impôt existant. Des hausses, des baisses, voilà comment on joue tous les ans avec nos impôts. Mais avant que ces propositions aient une répercussion sur notre portefeuille, il faut qu'elles soient soumises au gouvernement, dans ce qu'on appelle le projet de loi de finances, c'est-à-dire le budget de l'État pour l'année prochaine. Pour fixer le montant des impôts, les fonctionnaires de Bercy doivent d'abord calculer les frais de fonctionnement du pays. En gros, de combien l'État aura besoin pour l'année à venir. En s'appuyant sur les prévisions économiques, ils estiment aussi les recettes que l'État pourra collecter grâce aux impôts et aux taxes. S'il manque de l'argent, il faudra réduire les dépenses de l'État, augmenter les impôts ou emprunter de l'argent. C'est au Premier ministre de trancher. Une fois que le budget est définitivement arrêté, Bercy doit répartir l'argent entre les différents ministères et chacun veut sa part. Commencent alors d'âpres négociations dont se souviennent tous les ministres et anciens ministres. Chacun se bat pour obtenir une plus grosse part du budget. Les tractations sont longues et particulièrement éprouvantes. Un combat de chiffonnier. Le projet de loi de finances, c'est une bataille qui commence à la mi-juin et qui se termine à la mi-octobre et qui est une bataille vraiment entre le politique et la technostructure de Bercy. Il y a un pugilat entre Bercy et le ministre dépensier. Évidemment, le ministre dépensier veut plus, Bercy veut moins, c'est le jeu de rôle habituel. On a beau avoir des relations d'amitié anciennes avec le ministre qui est en face de vous, chacun défend ses intérêts, et parfois ça peut être un peu houleux, pour prendre un terme très diplomatique. C'est-à-dire qu'on peut franchement s'engueuler, pour parler clair. Chaque ministre tente d'obtenir le maximum d'argent public. C'est un combat qu'il faut gagner contre Bercy. Pour mettre toutes les chances de leur côté, certains se préparent comme des sportifs avant de monter sur le ring. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, se souvient surtout de sa première expérience de ministre des PME. On ne va pas à une réunion budgétaire en improvisant. Moi, je me souviens, ministre des PME, quand j'allais à Bercy, pendant 2 jours, avec mon équipe, je répétais ma prestation devant le ministre du Budget. Je discutais, on faisait notre propre budget, je répétais les arguments, j'avais mon équipe qui me challengeait pour voir si j'avais vraiment la réponse à tout pour résister au ministre du Budget. Tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Quand Jean-Louis Borloo était ministre de la Ville, il avait une technique bien particulière pour décrocher une rallonge auprès de son ministre du Budget, Dominique Bussereau. Quand il n'était pas content, il téléphonait en pleine nuit. C'est-à-dire qu'il appelait à 1h, 1h30 du matin sur le portable en disant « c'est scandaleux ce que tu as proposé au Premier ministre ». Il raccrochait, l'animal, et 1 heure après, il rappelait. Disant « je te l'ai dit tout à l'heure, j'espère que tu as bien compris, j'écoute, j'essaie de me rendormir ». Mais quand Bercy cède, alors il faut trouver de l'argent en plus. Et dans ce cas, la solution de facilité, c'est de lever un nouvel impôt. François Baroin, ancien ministre des Finances, se souvient soudain que la taxe sur les boissons sucrées était en fait un écran de fumée. La taxe sur les sodas, qui avait fait quand même une très grosse polémique, mais ça c'était un moyen de faire rentrer de l'argent très vite. On l'avait présenté comme un élément de politique de santé publique, mais en réalité c'était un moyen, disons, utile et rapide de faire rentrer de l'argent. C'est souvent le résultat de bricolage administratif et politique, et je suis toujours assez frappé et pour tout dire choqué
par ce bricolage. Mais le grand marchandage entre les ministres n'est qu'une étape de plus dans la construction de nos futurs impôts. Car quand enfin le budget est réparti entre chaque ministère, le projet de loi de finances est présenté à l'Assemblée nationale. Il faut maintenant que la loi soit votée par les députés. Nous sommes vendredi 25 septembre. Un moment très attendu pour le député socialiste Christian Eckert. En tant que rapporteur de la commission des finances, c'est lui qui sera chargé de défendre le projet auprès des autres députés. C'est là qu'on découvre pour la première fois ce que propose le gouvernement. Mais au final, c'est l'Assemblée qui vote. Et vous comprenez qu'elle soit autant aussi attendue, cette loi de finances? Elle est peut-être plus attendue que d'habitude parce que la question est devenue plus sensible cette année, parce qu'il y a un sentiment de difficulté, il y a eu une période de récession et donc les équilibres sont plus difficiles à trouver. Après 9 mois de gestation, voici le fameux projet de loi de finances. Ou tout du moins une toute petite partie. La version complète fait une dizaine de tomes. Dans ce premier document, de 290 pages, les députés découvrent les impôts et taxes que le gouvernement prévoit pour 2014. Bernard Cazeneuve, ministre du Budget, et Pierre Moscovici, ministre des Finances, sont venus en personne défendre leurs propositions. Ce projet de loi, il poursuit deux ambitions, stimuler la croissance et dynamiser l'emploi. Après plus de 2 heures de présentation, les deux ministres passent solennellement le relais aux députés. C'est l'acte structurant de la vie économique et politique du pays. Oui, sans doute une part d'émotion, puis aussi le sentiment de porter quelque chose. Mais c'est le début d'un travail parlementaire qui va encore durer quelques semaines, même quelques mois, et qui aboutira au mois de décembre. Car avant d'être votés, nos impôts vont encore faire l'objet de multiples tractations dans l'hémicycle, mais aussi en coulisses. Ici, qui sont... Et le député Christian Eckert est désormais au centre de toutes les attentions. Puisque c'est lui le rapporteur du projet de loi, il est particulièrement bien placé pour suggérer éventuellement des modifications, des amendements. Voilà. C'est donc sur lui qu'il faut éventuellement faire pression. Bon, après c'est qui qu'on a là? C'est les... Dis-moi voir. Alors, les entrepreneurs familiaux. Ouais. Ensuite, vous avez fédérations professionnelles, syndicats, associations, industriels, tous ceux qui pèsent dans l'économie française souhaitent le rencontrer avec l'espoir de faire évoluer la loi de finances dans leur sens. Bon, on va aller accueillir nos invités. Ils sont là? On les fait monter. On les fait monter, oui. Christian Eckert a accepté notre caméra pendant ces rendez-vous qui restent en général confidentiels. Ce matin, il commence par une entreprise leader dans la vente sur Internet. Ses dirigeants s'inquiètent des projets sur la fiscalité du commerce en ligne. Pardon. Alors, vente privée. Vous connaissez? Bah oui. En France, vous avez des champions du digital. Et qui sont intéressants. Vous avez eu des Pixmania. L'argument de l'entrepreneur est assez classique. Attention, avec vos impôts, de ne pas entraver la croissance d'un secteur qui marche. Il y a une vraie culture de créer des boîtes, imaginer, développer. Et je pense que ça, il faut l'aider. Et il ne faut pas le freiner. Mais quand il ne faut pas le freiner, à quel type d'imposition ou de disposition vous pensez? Ne bloquez pas. En l'occurrence, là, c'est plus ça. C'est juste attention dans vos réflexions de ne pas bloquer des secteurs qui se développent vite et qui n'ont pas besoin d'une législation bloquante. Mais on n'a pas besoin, ça ne veut pas dire donnez-nous de l'aide. Ça veut dire juste laissez-nous faire et ça fonctionne. Voilà. On ne peut pas faire une loi sur mesure pour les uns ou pour les autres. Alors on arrive avec des artifices à corriger un peu les choses. 45 minutes d'argumentation et Christian Eckert passe au rendez-vous suivant. Cette fois, c'est la présidente d'une fédération, celle des particuliers employeurs. Je vous en prie, si... Son objectif à elle, c'est l'allègement des charges sociales. Tout se joue sur l'équilibre entre le coût du travail non déclaré et le coût du travail déclaré. Pour Christian Eckert, il est inévitable de composer avec ces groupes de pression.
3 ans. Est-ce qu'on a des choses à se redire? Non, je pense qu'on a dit l'essentiel. Je crois que j'ai un autre rendez-vous qui m'attend. Voilà, on ne peut pas faire la loi sans avoir au moins entendu ceux qui la vivent, j'allais dire qui la subissent. Mais certains lobbyistes sont insatisfaits des mesures fiscales annoncées par le gouvernement. Et ils n'entendent pas se laisser faire. Un jeu d'influence qui se déroule à huis clos. Je vous avoue qu'on nous avait prévenu que la télévision serait là, on nous avait aussi prévenu que l'entretien serait privé. Mais il sera privé, non, mais rassurez-vous. Si notre présence dérange, c'est parce que ces entrepreneurs représentent notamment le groupe Mullier, l'une des familles les plus riches de France, propriétaires d'Auchan. Ils veulent éviter que leur empire de la distribution et leur fortune personnelle ne soient trop taxés. Après 1 heure de négociation... Vous êtes rassuré? Nous verrons. Au revoir, messieurs. Au revoir, messieurs. Pardon. En fait, vous êtes venu faire du lobbying? Non, ça s'appelle pas du lobbying chez nous. Lobbying, le mot n'a pas bonne presse. Pourtant, à écouter Christian Eckert, ce type de démarche ne laisse aucun doute. Ça commence souvent par... on est d'accord que tout le monde doit contribuer au redressement des comptes de la nation. Ça, c'est toujours le préalable. Donc c'est très responsable. Mais ensuite, c'est vrai que ça revient souvent sur des situations individuelles. Et quand ces situations individuelles sont prises en compte par le législateur, elles peuvent aboutir à des avantages fiscaux. C'est ce qu'on appelle des niches. Une spécialité nationale, puisqu'il en existe près de 500 en France. Investissement dans les programmes immobiliers en Outre-mer, dans les monuments historiques, dans les bois et forêts. Un arsenal de mesures permettant aux contribuables les plus avisés de faire chuter leur impôt sur le revenu, voire même de le réduire à 0. Un système qui creuse les inégalités. Car tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Bon. Allons-y. Installez-vous. Francis Paul, jeune retraité de 64 ans, vient de faire un bel héritage. Bien. Il doit payer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Bon, mais ça c'est déjà... Je vais très bien, mais j'ai besoin de vos lumières. Je voudrais vous parler de l'ISF. Parce que lorsqu'on se retrouve dans une situation où on a un capital, qui est arrivé comme ça parce qu'il y a eu des héritages de droite ou de gauche qui sont venus, sur lesquels tout a été bien réglé, bien sûr, on se retrouve avec cet impôt à payer. Alors quels sont les moyens que l'on peut avoir, et qui existent légalement toujours bien sûr, de façon à pouvoir essayer de se débarrasser un peu de ce fardeau quand il arrive. Pour éviter ce nouvel impôt, M. Paul aimerait bien profiter d'une de ces fameuses niches. Mais le système est tellement compliqué qu'il a fait appel à Michel Brunereau, un professionnel de la défiscalisation. Non. Lorsqu'on investit dans une PME, en fait, cet investissement peut rentrer dans la réduction ISF. Supposons que vous ayez, par exemple, 4 000 € d'impôt sur la fortune à payer, c'est une hypothèse. En investissant dans une PME 8 000 €, ça vous permet de bénéficier de 50% de réduction d'impôt. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a donc réduit votre facture fiscale concernant l'ISF à 0. Et voilà comment, avec une niche fiscale, Francis Paul effacera son impôt de solidarité sur la fortune. C'est une bonne question parce qu'en fait, le problème c'est qu'aujourd'hui... Et ne venez pas lui dire que c'est une façon d'échapper à son devoir de citoyen. Mais moi, il y a un truc qui me gêne, on a toujours l'impression que lorsqu'on parle de défiscaliser, ce serait presque un péché. Mais défiscaliser, c'est investir. Investir, c'est prendre des risques. Alors pourquoi les gens qui prennent des risques et qui investissent seraient-ils montrés du doigt? Mais je trouve que c'est absolument aberrant comme réaction. Monsieur Paul. Merci, au revoir. À bientôt. À très vite. Et je vous rappelle pour qu'on... Quand vous voulez, vous m'avez bien éclairé. Très bien. Allez, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Payer moins d'impôts tout en plaçant son argent, c'est une pratique qui n'est plus réservée à une élite. Michel Brunereau a fondé son entreprise de gestion en patrimoine il y a 15 ans. Mais depuis quelques mois, il est sollicité par de nouveaux clients.
Donc vous voyez ici nous avons l'ensemble de notre clientèle. Donc depuis 1998 on a 650 clients qui sont répertoriés donc avec tous les clients particuliers et aussi toutes les familles. Et donc effectivement depuis le début de cette année on a créé donc un compartiment de plus. En 2013 nous avons beaucoup de salariés, beaucoup de professions libérales qui sont inquiets par rapport à l'avenir. Bon, on se voit pour notre réunion? Allez, on y va. L'inquiétude face à l'impôt fait donc le bonheur de Michel Brunoro. Lui qui ne s'adressait qu'aux plus fortunés il y a encore quelques mois, il prépare désormais une nouvelle plaquette promotionnelle pour les classes moyennes. Aujourd'hui, il nous semble intéressant de pouvoir, à travers ce magazine, balayer les niches fiscales qui s'adressent au plus grand nombre. La plus grande évolution en 2013 par rapport à 2012, c'est l'évolution de la loi Sellier vers la loi Duflot. Donc le fondement de la loi Duflot reste le même fondement que sur la loi Sellier. Il manque des logements en France, donc il faut stimuler les investisseurs. Et cette stimulation passe par une réduction d'impôts. En période de crise, l'immobilier rassure. Avec ses commerciaux, c'est donc sur la loi Duflot qu'il fait porter ses efforts. Une alléchante simulation doit convaincre ses clients les plus modestes qu'avec cette niche, ils peuvent financer l'achat d'un appartement tout en effaçant une partie de leurs impôts. Donc aujourd'hui, pour tous nos clients, on va pouvoir mettre en place un montage de financement très intéressant, puisque pour un appartement de 176 000 €, l'économie d'impôt s'élève à 31 793 €. Et donc, ces mesures fiscales encouragent donc les contribuables qui ont suffisamment de trésorerie à payer le moins d'impôts possible. Mais pour l'État, il y a une contrepartie à ces exemptions. Car tout cet argent investi, c'est autant en moins dans les caisses. Le manque à gagner est considérable. 71 milliards d'euros échappent ainsi à l'impôt, soit l'équivalent du déficit budgétaire. Au Sénat, le président de la Commission des finances, Philippe Marini, fait de la lutte contre les niches son cheval de bataille. Tout le monde a droit à sa niche. On caresse chaque chien, bien sympathique, dans le sens du poil. C'est le clientélisme en quelque sorte. Les niches expriment le clientélisme de notre politique fiscale. D'autant que si on peut discuter de l'utilité de certaines niches, comme la loi Duflot qui cherche à développer le logement social, d'autres sont incompréhensibles. Par exemple, les journalistes bénéficient d'un abattement qui coûte, selon la Cour des comptes, 60 millions d'euros par an à l'État. Plus coûteuse encore, la niche des arbitres sportifs, leurs avantages fiscaux représenteraient jusqu'à 134 millions d'euros par an. Quant aux retraités, alors qu'ils ne travaillent plus, ils profitent toujours de l'abattement de 10% pour frais professionnels. Un manque à gagner de 3 milliards d'euros pour l'État. Et même si le gouvernement rabote le plafond des niches, il ne semble pas prêt à les faire disparaître. La solution la meilleure, finalement la plus équitable et la plus indolore, c'est pas de traiter au petit bonheur chaque année telle ou telle niche selon les orientations du moment, c'est celle où il n'y aurait pas de niche. Moi, je dis qu'il faut en sortir, mais alors pour en sortir, naturellement, il faut un élan. D'abord, il faut y croire. Et il faut montrer à l'opinion publique que c'est l'intérêt général. Seulement, la pression exercée par chaque lobby est si forte que toucher à la fiscalité française est une opération fort délicate. Il y a pourtant eu quelques tentatives. La taxe d'habitation est un des impôts les plus injustes. Il est calculé sur la valeur de location, la qualité d'un logement, son confort et l'attractivité d'un quartier. Or, ces critères ont été déterminés en 1970 et ils n'ont jamais bougé depuis. Michel Bouvier, membre de l'Observatoire du Comité des finances locales, a longtemps planché sur une réforme de cette taxe. En 1990, on a voulu en fait réviser ces valeurs locatives qui entraînaient des injustices entre contribuables et par conséquent on a voulu changer ça. Cette réforme, engagée sous le gouvernement Rocard, mobilise alors 4000 agents des impôts de Bercy.
Pendant 2 ans, il sillonne la France pour réévaluer les valeurs locatives. Après avoir coûté plusieurs millions d'euros à l'État, le projet est voté, mais jamais appliqué. La réforme aurait fait beaucoup de mécontents, trop risqué politiquement. La fiscalité, c'est toujours un problème politique. Je veux dire, on ne peut pas imposer une réforme comme ça aux gens. Ils font le gros dos et où ils se révoltent. Mais on refuse les réformes. C'est très difficile d'innover comme ça, brutalement. On craint toujours la révolte fiscale en France. C'est un peu dans l'imaginaire collectif, ça. En 2010, une nouvelle réforme de la taxe d'habitation a été enclenchée. Elle est prévue pour 2018. Mais comme pour toutes les réformes fiscales, pour qu'elle voie le jour, il faudra indéniablement un vrai courage politique. On va voir maintenant ce qui peut changer, puisque c'est le principe même de l'émission, et puis aussi les vraies raisons de cette colère fiscale avec nos invités, vos invités, l'avocate fiscaliste Manon Sirachzek-Laporte, bonsoir à vous. Bonsoir. Juliette Méadel, avocate, administratrice civile au ministère des Finances, l'économiste Michel Godet et le journaliste François Langlais. Je vous soumets la question d'un téléspectateur qui a été laissée sur le site internet de l'émission. Je vais payer 1 200 € d'impôts de plus cette année, et on nous invente une taxe par jour, ça va s'arrêter quand? C'est ça le fond du problème? C'est l'instabilité, c'est des nouvelles taxes en permanence, ou des changements, ou des modifications de taxes. L'impression que la machine s'est emballée? Qu'on crée de l'impôt, comme on fait les petits pains le matin? On a l'impression que tous les jours, il y a quelque chose qui va changer, et finalement, ça décourage non seulement les entrepreneurs, mais aussi les particuliers, parce qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. D'une façon générale, c'est incompréhensible. Juliette Méadel, vous avez une expérience d'avocat d'affaires. Vous êtes administratrice civile au ministère de l'économie et des finances. Vous n'êtes pas la porte-parole du ministère de l'économie et des finances ici ce soir, mais quand même, vous connaissez bien le système. C'est un immense laboratoire à créer de la taxe? On joue à créer des taxes à Bercy? Qu'est-ce qu'on attend du système fiscal finalement? On attend d'abord qu'il soit juste et lisible. Et donc votre question me fait penser que, et c'était la question de votre téléspectateur, il y a un sentiment d'injustice fiscale. Et d'injustice fiscale pourquoi? Parce que profondément, on a un système qui n'est pas suffisamment progressif pour les riches. Autrement dit, il est progressif, et d'ailleurs votre reportage l'a très bien montré, il est progressif pour les classes moyennes, c'est-à-dire à peu près jusqu'à 5 000 € par mois. Et puis pour les... Donc ça fait à peu près en tout, de 0 à 1, ça fait à peu près 80% des contribuables. Et puis au-dessus des 80%, et allons jusqu'aux 0,1% des plus riches, il devient régressif, puisqu'on a des taux effectifs qui tombent à 35%. Donc, c'est cette injustice qui crée un sentiment d'exaspération. Moi, je vous repose la question. Je vous repose cette question. À Bercy, on joue à inventer des taxes? C'est un grand laboratoire? À Bercy, on est un pays formidable. On a inventé la TVA, si j'ose dire, toute l'Europe nous l'envie, ou plus exactement, nous l'a copiée. On est des génies de l'impôt. On a besoin de trouver de l'argent public pour financer et nos services publics et notre dette. Ça, c'est vrai. Et c'est ça le rôle du ministère des Finances, c'est de trouver l'impôt qui sera le plus productif, le plus efficace et le plus juste. Oui, mais ça, c'est, comment dire, c'est le catéchisme. Ah bah alors, dans la réalité, on invente des impôts dont on voit sur le terrain qui peuvent être refusés. On l'a vu avec l'écotaxe la semaine dernière. Alors, quand on regarde... Brutalement. Je vous montre les quelques chiffres, parce que c'est important de revenir aux chiffres. Ces 5 dernières années, pour ne pas faire de politique, vous voyez, pour même pas mettre le doigt dans cet engrenage-là. Regardez bien, le côté de la hausse de l'impôt, par exemple, sur le revenu, plus 39%, c'est la recette, hein, ce qui est rentré dans les caisses de l'État. Plus 39% en 5 ans. La taxe foncière, plus 21%. Les taxes locales, ça pèse. Hein. La taxe d'habitation, plus 15%. Il faut s'attendre d'ailleurs à d'autres douloureux sur la taxe d'habitation? Non, mais c'est de façon, bien évidemment, parce que l'État diminue les subventions aux collectivités territoriales. Donc, comme on est dans un système où l'acteur public, qu'il soit national ou local, finalement fonctionne contrairement aux ménages, en général, vous ajustez vos dépenses à vos revenus. Eh bien, l'État fonctionne complètement différemment. Il a des dépenses et ensuite, il s'arrange pour trouver les recettes qui vont permettre de couvrir les revenus. Il ne le fait pas d'ailleurs depuis 30 ans. C'est comme ça qu'on a accumulé une dette. On a vécu quand même, depuis Raymond Barre, on n'a pas eu un seul budget en équilibre. 1980. Donc on a vécu au-dessus de nos moyens en prenant dans la poche des générations futures. C'est complètement irresponsable. C'est même pas une question de droite et de gauche. Et quant à ce qui est dit sur l'intérêt des dépenses publiques, bien évidemment, moi je suis pour payer des impôts et au nom de la dépense publique, à condition qu'on ait des sentiments d'efficacité de cette dépense publique. Mais quand vous lisez les rapports de la Cour des comptes, hein, c'est officiel, en plus c'est un socialiste qui la dirige, donc c'est politiquement correct. Mais la Cour des comptes vous dit que même l'éducation en France, dont on est si fier, elle baisse sans arrêt dans les classements internationaux, qu'on a 40 000 profs qui n'enseignent pas. Donc on sait très bien qu'il y a des gaspillages, et le citoyen, il veut bien payer plus, à condition
J'ai l'impression que ce soit utile. Et faire payer les riches, Madame l'a dit tout à l'heure, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut que les riches payent plus d'impôts que les autres. Et peut-être qu'ils n'en payent pas assez. Simplement. 85% des Français qui disent même sur la taxe à 75%, oui, il faut la faire. Oui, bien, je suis le premier. Mesure emblématique de la campagne de François Hollande. Parce qu'il y a des revenus qui sont indécents, ils n'ont même plus le temps de dépenser. Ça rend fou l'argent, comme le pouvoir d'une certaine manière. Donc c'est une question d'hygiène collective. Simplement, il y a une question qui est posée, c'est que 95% des Français sont d'accord pour qu'on fasse payer les 5% les plus riches. Je vous rappelle que 1% des ménages payent 33% de l'impôt sur le revenu. Donc, si d'ailleurs on les fait partir, on abordera peut-être cette question, on s'appauvrit. Un pays qui fait fuir ses riches s'appauvrit. Mais là, aujourd'hui, c'est l'ensemble des classes moyennes qui sont touchées, parce que les riches ne sont pas assez nombreux pour que ça fasse une assiette suffisante pour augmenter les recettes. Et là, il y a une vraie question qui est posée partout, c'est qu'on touche tellement de monde. Les jeunes couples qui sont cadres moyens, qui essayent de payer un loyer ou éventuellement de rembourser un prêt et qui mettent les enfants à garder, c'est la galère. C'est plusieurs milliards d'euros aujourd'hui qui sont concernés. Donc, on s'est attaqué au maillon faible des rapports de force. En revanche, quand il s'agit de faire la réforme sur la retraite, vous avez vu ce qu'a dit le président de la République, je ne vais pas toucher aux régimes spéciaux parce que je ne veux pas voir les cheminots dans la rue. Mais donc, tout ça parce qu'on bricole, François Langlais. Oui, en fait, parce qu'on marchande. On a vu une scène étonnante quand même dans le documentaire qui vient de nous être déroulé. Une scène étonnante. Et on a vu un marchandage à l'Assemblée nationale entre des lobbies et celui qui va porter le budget. Absolument. Si vous voulez, il y a deux problèmes qui convergent, qui donnent d'ailleurs le sentiment qu'on a un système illégitime. D'abord, c'est un impôt complexe et c'est un impôt changeant. Et tout ça donne le sentiment que nous ne sommes pas égaux devant l'impôt, indépendamment de la structure du prélèvement, parce que on pourrait revenir sur ce que vous avez dit, mais le fond du problème, c'est que c'est complexe, donc inintelligible. Ça donne le sentiment que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et c'est changeant. Juste un exemple du fameux génie national de la fiscalité que vous évoquiez tout à l'heure. J'ai devant moi le bulletin officiel des impôts. C'est une instruction administrative qui fait suite à la modification de la TVA par la précédente administration, celle de M. Fillon. Ça date de février 2012. Il s'agissait de préciser les conditions de l'entrée en vigueur d'une TVA nouvelle à 7%. Dans une maison de retraite pour personnes dépendantes, les repas des pensionnaires sont taxés à 5,5, mais ceux des aides-soignantes à 7. Les betteraves rouges sont au taux réduit à 5,5, les betteraves sucrières au taux à 7. Les coquillages, vous achetez un plateau de coquillages, ils sont vendus ouverts, ils sont à 7%, ils sont fermés à 5,5. Les glaces en cornet, 7, en pot familial 5, plus beau encore. Les billets des spectacles avec une nouvelle mise en scène, 2,10%, mais seulement pour les 140 premières représentations. Si la mise en scène n'est pas nouvelle, 7%. Si on sert des boissons pendant l'entracte, 7%. Si on sert des boissons pendant l'entracte, alors que le spectacle est donné dans le cadre d'un festival, on revient à 2,10%. Voilà, c'est le génie national français. Comment voulez-vous qu'un impôt soit accepté, toléré et payé, j'allais dire, de bon cœur, comme devraient le faire les citoyens? Rappelons que le consentement à l'impôt, c'est dans le fondement de la République. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme, 1789. L'article 14, absolument. Et il a été, en quelque sorte, dénaturé, entamé, caricaturé par, je dirais, les deux dernières administrations. L'actuelle, c'est indubitable, et celle qui l'a précédée, c'était tout autre. Allez-y, Manon Sirazek-Laport. Il y a aussi une injustice sur les niches fiscales. C'est-à-dire que les niches, la multiplicité, d'abord la Cour des comptes l'a dit le 18 septembre 2013, a dit qu'il y en avait encore 464, donc qui servent des lobbies ou certains clients et qui créent vraiment des inégalités aussi entre les contribuables. Donc cette incompréhension... On peut préciser simplement en chiffres. Vous avez dit 464 pour 71 milliards d'euros. Et il paraît que ça passerait en 2014 à 80 milliards d'euros avec le vote d'une nouvelle niche. Sous votre contrôle, François Langlais. Absolument. Mais en 2011, il y a toujours, selon un rapport de la Cour des comptes, il y avait les 10 niches les plus efficaces. Et les plus efficaces et les plus inefficaces, en fait, coûtaient le plus d'argent. Les plus inefficaces, par exemple. Donnez-moi les exemples. J'avais fait un article dans Atlantico. Par exemple, le top des niches fiscales les plus inefficaces en 2011, c'était l'abattement de 10% sur le montant des pensions et des retraites. Voilà, par exemple. Et puis l'exonération des prestations familiales, ça coûtait 2700 millions d'euros. Alors, et par contre, vous en avez quand même des très efficaces. Le crédit d'impôt en faveur de la recherche, là, c'est un impôt qui coûte cher, de 2100 millions, mais qui est très efficace. Donc, Juliette Méadel, on peut supprimer les niches. Pourquoi ne pas supprimer toutes ces niches?
d'un coup, paf, allez hop, 464 niches, ça serait évidemment un objectif, mais on ne peut pas supprimer les niches fiscales si on ne repense pas complètement, parce qu'il faut repenser les bases de l'impôt sur le revenu, parce qu'il faut envisager de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu pour que ce soit juste et que la charge de l'impôt soit répartie équitablement sur tous les contribuables. Encore une fois, je ne veux pas m'en prendre à vous ce soir, puisque vous ne représentez pas ni Bercy ni le gouvernement ici. Mais moi, j'ai une niche comme journaliste. Au maximum, le journaliste le plus riche peut déduire 3 000 € de ses revenus par an. Voilà, c'est ça ma niche. Pourquoi la maintenir ? Mais je suis un peu suicidaire ce soir. Et pourquoi j'y renoncerais si les autres n'y renoncent pas? Donc on ne va pas bouger à ce rythme-là. Et regardez ce qui se passe. À chaque fois qu'on essaie de remettre en cause une niche fiscale, on a droit à des manifestations de lobbying qui se... Alors il y a quand même un intérêt quand même à regarder l'efficacité de la niche. Parce qu'il y a des niches utiles pour l'économie. Alors, est-ce que la niche fiscale pour les journalistes est utile à l'économie? Je ne crois pas que l'inspection générale des finances, qui avait fait un rapport sur ce sujet, l'avait dit. Mais il y a quelque chose d'intéressant, notamment le crédit d'impôt recherche dont vous parliez tout à l'heure, dont on doute de l'efficacité, puisque son objectif, c'est d'encourager les entreprises à investir dans la recherche. Et depuis qu'il a été mis en place, on s'aperçoit que la recherche privée n'a pas augmenté en France. Néanmoins, ça reste, pour les politiques économiques et pour les gouvernements, ça reste le moyen de chercher à soutenir des politiques. Je sous-titre, elle est inefficace, mais on ne sait jamais. Elle rend la France attractive. Elle nous permet attractive, c'est pas tout à fait sûr. Probablement permis de créer des emplois quand même. Elle a permis au moins de stabiliser. Par exemple, Criteo, qui est l'un des fleurons français là maintenant, qui va être coté là bientôt à la bourse. Criteo a bénéficié à plein du crédit d'impôt recherche et donc son fondateur expliquait que grâce au crédit d'impôt recherche, il était resté en France et qu'il n'était donc pas parti en Californie. Finalement, donc il y a un impact. Je veux pas faire de mauvais esprit, je suis pas là pour ça. Mais la niche la plus facile à enlever, c'est la niche pour frais de scolarité dont bénéficient les familles françaises qui ont des enfants à l'école. Celle-là, on les enlève assez facilement, finalement. Oui, mais il faut faire attention parce que... On l'armise, effectivement. Il y a des niches qui ont une justification économique ou de long terme. Quant au quotient familial, par exemple, le fait qu'il y ait des réductions d'impôts, c'est l'esprit révolutionnaire. On doit payer l'impôt en fonction de sa capacité contributive. Voilà. Celui qui a des enfants, il n'a pas la même capacité contributive que celui qui n'en a pas. Donc le quotient familial a une justification pour essayer justement de respecter le principe révolutionnaire d'égalité de traitement face à l'impôt. Donc je crois qu'il faut faire attention parce que là on vient de le raboter au détriment des générations. À 2 reprises d'ailleurs. À 2 reprises. Question d'une téléspectatrice, regardez. J'avais une nounou déclarée, mes impôts augmentent, le quotient familial baisse, en l'occurrence c'est le plafond du quotient familial qui baisse, je vais la payer au noir, tant pis pour l'État. Bien sûr, c'est typique, si vous voulez. Et ça, pour le coup, c'est une espèce de laboratoire de ce qui se passe quand on augmente les impôts. Il y a eu des pénalisations très fortes qui ont été décidées par l'actuel gouvernement sur ceux qui emploient à domicile du personnel pour s'occuper des enfants, les jardiniers, etc. Peut-être est-ce au nom de cette... Cela dit, c'est quand même une source d'emploi très importante. On a augmenté les charges sociales pour ces employeurs privés. Le trimestre d'après, le nombre d'heures déclarées a chuté de 8%. Très probablement parce que un certain nombre de gens raisonnent comme notre téléspectatrice. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas diminué la quantité de travail, ils ont diminué la quantité de travail déclaré. Et au total, le fait d'augmenter les impôts va faire diminuer les recettes de cotisation sociale. Donc l'exil fiscal des classes moyennes, c'est le travail au noir. C'est le travail au noir. C'est exactement la même chose, ce qui se passe. Les 5% de TVA pour les travaux des logements. Parce que si on les supprime, on dit c'est une niche fiscale, puisque c'est une réduction de TVA. Mais si on les supprime, ça va passer à 7 de toute façon. Mais si on les supprime, eh bien, les gens vont travailler au noir. Je suis assez frappé de ce que vous me racontez, parce qu'à la fois vous me dites, c'est complexe, il y a des niches qui servent à rien, mais on ne peut pas y toucher, parce que comme disait Jacques Chirac, dans chaque niche, il y a un chien qui mord, disait Jacques Chirac à l'époque. C'est encore vrai. C'est sans doute pour ça qu'il n'a rien fait quand il était là. Oui, de toute façon, on ne va pas porter de... Là, quand on regarde l'immobilisme chiracien, c'est quelque chose. Mais et en plus, il est populaire. En 2011, le gouvernement de l'époque commande un rapport à l'inspection générale des finances et dit dites-moi quelles sont les niches utiles et les niches inutiles. Fin du rapport, 50% des niches sont inutiles. Oui. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la loi de finances 2012 ? Rien. Donc la vraie question, c'est quand est-ce qu'on fera enfin cette vraie réforme fiscale, cette révolution fiscale, où on supprimera la plupart des niches, mais où on reviendra également sur les bases et sur un système d'impôt qui soit beaucoup plus progressif que ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, alors allons au bout de ça. Alors allons au bout. Aujourd'hui, vous avez un impôt sur le revenu qui rapporte en fait 2 fois moins, par exemple, que la CSG. La CSG, c'est un impôt qui est proportionnel, qui est payé par tout le monde, sur les revenus du travail, mais aussi sur les revenus financiers. Donc l'idée simplement, c'est qu'on puisse avoir un impôt qui soit à la fois payé par tous,
comme la CSG, mais avec en même temps une progressivité, c'est-à-dire que l'on paye plus on gagne, plus on paye. Rocard La de se retourner sur progressivité, son c'est pas la siège. proportionnalité. La progressivité, c'est plus je gagne, plus le taux de mon imposition est fort. Si on arrivait à résoudre ça, on aurait une large base, un sentiment de justice fiscale renforcé, et on n'aurait plus besoin de faire des niches fiscales. Il faut un système avec une assiette large et des taux relativement faibles. Expliquez, assiette. Assiette, c'est-à-dire qu'on intègre dans le champ de l'impôt la totalité des revenus. Les revenus du travail, du capital, quelle que soit leur nature, ils sont taxés de la même façon, au moins pour la première tranche. Après, on peut différencier. Et effectivement, il est indispensable. La progressivité, c'est quand même le fondement de la justice sociale. Moi, je veux bien qu'on fusionne la CSG et l'impôt sur le revenu. C'est pas 1 sur 2, c'est 90 milliards l'impôt sur le revenu. 90 milliards la CSG et 60 l'impôt sur le revenu. Bon. Mais à condition qu'on mette un quotient familial. Parce qu'il n'y en a pas actuellement à la CSG. Les ménages avec enfants payent 2 fois plus de CSG que d'impôt sur le revenu. Dans votre Ils représentent 30% des ménages. En même temps, il faut être logique. En revanche, ne me faites pas la révolution fiscale sur le plateau parce que les entrées sont trop variées et on aura du mal à en venir à bout. C'est très important parce que des choses simples, on a des points de convergence, on ne se connaît pas tous. Je l'entends et vous avez des points de vue peut-être politiques même différents en l'occurrence. Une assiette large avec un taux qu'il faut faire progressif jusqu'à un certain seuil. Tout le monde le comprend, des choses lisibles, mais pas ces espèces d'usines à gaz qui font que finalement maintenant, il faut un conseiller fiscal pour remplir sa feuille d'impôt. Et en même temps, c'est fait la fortune des avocats. Ou une avocate fiscaliste. On est dans un régime d'exception. En attendant cette grande révolution, ce grand soir fiscal que chaque président, ou plutôt que chaque candidat propose et que chaque président enterre. Oui, mais est-ce qu'on est dans un régime d'exception? On est dans un régime quand même d'exception parce Avec que le un S, système Parce que là, on se restreint à l'impôt sur le revenu, mais vous avez des tas d'impôts, la taxe sur les propriétés bâties, la taxe foncière, qu'il faudrait absorber dans l'ISF, par exemple. Il faut fusionner certains impôts, il faut remanier, c'est facile ce que je dis, mais il faut remanier le système fiscal, le système d'imposition globalement. Je vous arrête parce qu'on va changer de latitude.